Nous nous retrouvons pour une nouvelle année ou une nouvelle série de cours et je remercie tous mes auditeurs d'une fidélité que je ne mérite qu'à peine et une fidélité d'autant plus méritoire cette année que le thème du cours change totalement et que nous revenons à des questions de poétique, en somme, qui sont peut-être a priori plus abstraites et plus austères que l'humiliation, qui de son côté n'était pas bien gaie. On ne peut pas dire non plus que je fasse une démagogie terrible. Donc, le cours de cette année s'intitule « Quel est le nom du poète ?» et, par exemple, « Quel est le nom de ce poète ?» Voici le portrait d'un poète qui est placé en tête de ses poèmes dans un des manuscrits qui les a conservés. Ceux d'entre vous qui me font l'honneur de suivre mes cours depuis quelques années voient sans peine de quoi il s'agit. Il s'agit d'un troubadour, d'un de ces poètes occitans du XIIe et du XIIIe siècle, dans l'un des manuscrits anthologiques, un des chansonniers qui rassemble les poèmes des troubadours. Et c'est donc le troubadour Guillem de Cabestany, tel qu'il est représenté dans le chansonnier I, le manuscrit 854 du Fonds français de la Bibliothèque nationale de France. Et vous savez, dans ces chansonniers, enfin vous ne savez pas, mais je vis toujours dans la continuité des cours, ces manuscrits sont donc des anthologies, et dans certains d'entre eux, il y a pour chaque poète un récit de sa vie ou vida en prose, et puis un choix de poèmes, certains précédés d'un texte en prose expliquant les circonstances dans lesquelles il est supposé avoir été composé, texte dit raso. Et dans certains de ces manuscrits encore, la lettrine, la lettre capitale en tête du premier des poèmes cités, donc la première lettre du premier poème, est ornée et elle est peinte dans une petite feuille d'or sur une petite feuille d'or de 4 cm et demi sur 5 à peu près, sur une mince feuille d'or, et on voit théoriquement un portrait du troubadour. Voilà. Et là, voilà Guillem de Cabestany. Alors, justement, d'abord, là, ma photo est mauvaise parce qu'elle est prise de trop... Enfin bon, elle est mal cadrée. Enfin, non, je suis très, très maladroit dans ce genre d'exercice. Mais, indépendamment de la qualité du cadrage de la reproduction, vous voyez que cette miniature n'est pas précisément un chef-d'œuvre de l'art. Aucune de ces miniatures n'est extrêmement élaborée, mais enfin, il y en a quand même qui sont beaucoup mieux. Ce n'est pas un chef-d'œuvre de l'art, mais surtout, ce portrait, à notre sens, n'en est pas un, et c'est pour cela que je le montre, puisqu'il représente le personnage vu de dos. Et le plus visible sur la miniature, et ce qui occupe le plus de place, c'est la large croupe de son cheval. Donc, c'est un portrait, si on veut, mais ce qu'on voit, c'est le derrière du cheval et sa queue. Donc, pourquoi se donner la peine de représenter le poète si c'est pour le montrer de dos et parfaitement impossible à identifier? Et d'ailleurs, s'il était de face, on n'en verrait pas beaucoup plus, puisque, comme vous pouvez le constater, il est revêtu de toutes armes, l'écu au bras gauche, la lance au bras droit et le aume en tête, de sorte que si on le voyait de face, son visage serait caché par le aume. Et d'ailleurs, alors,
c'est le seul, je dirais pourquoi, peut-être dans un instant, et d'ailleurs nous reviendrons beaucoup plus loin dans le cours sur Guillaume de Cabestany, c'est le seul à être représenté de cette façon incongrue. Et le chansonnier I a un jumeau, le chansonnier K, qui, ils ont été copiés sur le même modèle, ils sont très proches, et il y a aussi une lettrine ornée représentant Guillaume de Cabestany, et là, il est de face, et du coup, il est encore moins identifiable, parce qu'il ressemble à tout le monde, n'est-ce pas ? Il a bien une tête, mais enfin, sa tête ne dit strictement rien. Mais dans les manuscrits, dans les chansonniers qui ont ainsi des portraits de troubadours, quand ces troubadours sont des chevaliers, et particulièrement quand ce sont de très grands seigneurs, ils sont représentés ainsi, revêtus de toutes armes, le visage caché par le heaume, identifiable seulement à leurs armoiries. Par exemple, le premier d'entre eux, Guillaume IX, le comte de Poitiers, le premier, le plus ancien troubadour. Et c'est le P du début de la chanson Pues de chantar me prestalen, puisque le désir me prend de chanter, je ferai un poème sur un sujet qui m'attriste, jamais plus je ne serai au service de Dieu ou de l'amour, en Poitou ni en Limousin. Donc le poème qui tranche le plus sur le reste de sa production, le poème qui est le plus un aveu de soi-même, c'est lui qui est en tête avec ce portrait, mais ce portrait qui ne donne en somme qu'une identité sociale. Alors Guillaume IX, mais je pourrais aussi vous montrer le roi Pierre d'Aragon, Savaric de Mauléon, Dauphin d'Auvergne, tous ces grands poètes et protecteurs de poètes. Et quant aux poètes dont on voit le visage, les traits en sont stéréotypés et conventionnels. Et comment en irait-il autrement ? D'une façon générale, dans l'art médiéval, le portrait dit réaliste, le portrait ressemblant, n'apparaît guère avant le milieu ou la fin du XIVe siècle. Vous savez, on considère traditionnellement que le premier portrait ressemblant, c'est le portrait qu'on voit partout du roi Jean le Bon, mais maintenant on se demande si Jean le Bon n'est pas représenté sous les traits de son fils Charles V, comme ça se faisait à l'époque, du coup, sont bien les traits de quelqu'un, mais la ressemblance est brouillée. Il y a aussi des pierres tombales de la fin du XIIIe siècle, des pierres au portrait gravé, en somme, qui sont où on sent une ressemblance, ou l'effort de saisir une identité particulière. Mais là, évidemment, d'ailleurs dans ces manuscrits qui, en fait, qui sont de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, il y a encore une ou deux places là, au milieu de la rangée devant. Et voilà, là, et puis il y en a une au second rang au milieu. Enfin, bon. Et ce que j'en dis. Hein. Et non. Donc ces manuscrits de la fin du XIIIe, de la première moitié du XIVe siècle, ne pourraient pas donner, enfin ça ne se fait pas, ils ne sauraient pas donner un portrait ressemblant. Et pourtant, ils se croient obligés de donner un portrait quand même. Alors, ils montrent le poète, mais seulement dans la généralité de sa fonction. Par exemple, je n'en ai pas d'image, mais c'est un manuscrit tellement connu, vous avez sûrement vu des reproductions du manuscrit dit Manesse, la Manesse Handschrift de Heidelberg, qui est un recueil de poèmes des Minnesänger, des troubadours allemands, si on veut, qu'on voit sur tous les calendriers, c'est très charmant, avec des grosses fleurs rouges, etc. Et pour Heinrich von Weltega, qui a écrit un poème qui est une adaptation de l'Énéide, on le voit avec une sorte de grande feuille de parchemin
déroulé, si on peut dire, avec une jolie courbe devant lui, dans un décor agreste, et il est en train d'écrire. Ou bien Marie de France, très célèbre, où l'auteur des fameux laits, des fables, de l'Expurgatoire Saint-Patrice, puisque mon collègue et ami Yann Short a montré que finalement c'est bien la même Marie de France, est en train d'écrire dans la position de l'écriture. Généralement, ce sont des moines qu'on montre comme cela, avec le calame, la plume d'une main et le grattoir de l'autre pour se corriger. Ou encore, pour revenir à nos troubadours, en train de chanter en s'accompagnant d'un instrument de musique, comme Perdigon, en train, alors là, dans tous ces manuscrits médiévaux, l'auteur en train d'offrir son livre aux commanditaires, ce qui se fait tellement à la fin du Moyen-Âge, ou bien marqué, je reviens au troubadour, par la conversion qui a conclu un cheminement poétique et amoureux. Par exemple, Folquet de Marseille, fils de marchand de Marseille, amoureux de la comtesse, l'épouse du comte Barral de Marseille, et puis qui se convertit, sa femme se fait nonne, et lui se fait moine, et il finit évêque de Toulouse et participant ou conduisant avec férocité la répression contre l'hérésie cathare. Et, excusez-moi, alors là, Folquet de Marseille avait fait vœu de jeûner au pain et à l'eau chaque jour, chaque fois qu'il entendrait chanter une de ses chansons d'amour d'avant sa conversion, parce que c'était un poète très connu, un excellent poète. Et une fois, ça lui est arrivé à l'entremets, alors qu'il mangeait à la table du roi de France. Alors il a repoussé tout, et il a fini, ce qui est un manque de simplicité, mais enfin bon, il a fini au pain. Enfin bref, excusez-moi. Et donc, vous voyez, là, c'est avant ces poèmes et ces poèmes d'amour, mais on le désigne par l'espèce de repentir ou de changement qui s'est manifesté au terme de sa carrière amoureuse, et on le montre tel qu'il est devenu pour avoir trop écrit le poème d'amour, en somme. De même, Emmerich de Belleneuil, qui s'est fait clair et que l'on voit ainsi avec une sorte de... On dit, la biographie dit seulement qu'il s'est fait clair, mais on le montre avec une chasuble trop somptueuse pour son nouvel état et une tonsure agressive, si je puis dire, pour bien insister. Et nous verrons, nous y reviendrons, Emmerich de Belleneuil a l'avantage, enfin pour nous, l'intérêt pour nous, d'être de toute façon dissimulé derrière un nom qui ne peut être qu'un sobriquet. Belleneuil, c'est bel ennui, beau tourment, c'est beauté, mon beau tourment. Il s'appelle Emmerich de Beau Tourment. Et on le montre comme cela. Ou encore, mais enfin, là tout le monde l'identifie, Geoffrey Rudel mourant dans les bras de la princesse de Tripoli, de la comtesse de Tripoli, cet amour lointain. Cercamone, dont nous reparlerons beaucoup parce que son identification pose des questions. Cercamone cherche monde, un sobriquet encore. Sa vida nous dit que c'était un pauvre jongleur et donc qu'il courait le monde, c'était un vagabond. Et on le montre avec un petit baluchon au bout de son bâton. Ou enfin Bertrand de Born, le seigneur d'Hautefort, Bertrand de Born, le belliqueux, Bertrand de Born qui écrit des poèmes commençant avec le printemps et les petites fleurs, comme tous les troubadours, mais disant, mais moi, j'aime le printemps, pas parce que c'est la saison de l'amour, mais c'est le moment où la guerre recommence. Et alors, rien ne me plaît plus ni manger, ni boire, ni dormir, que d'entendre hennir dans la forêt les chevaux démontés, d'entendre crier à l'aide dans les fossés, et de voir au bord du chemin les corps avec plantés dans le flanc les tronçons de lance et leurs fanions. La provocation, naturellement, mais on le représente
non identifiable, on ne sait même pas lequel des deux c'est, hein, mais en train de se battre. Bon. Alors, Guillaume, je reviens après ce prologue trop long, Guillaume de Cabestany, notre troubadour vu de dos. Guillaume de Cabestany, d'après sa vida, est mort pour avoir laissé deviner ses sentiments. C'est une des multiples versions médiévales de l'histoire du cœur mangé. Guillaume de Cabestany, d'après la Vida, était amoureux de la femme de son suzerain Raymond de Castelroussillon. Tout ça se passait en Catalogne, enfin, ou en Roussillon plus exactement. Et Guillaume, donc, il était amoureux de cette jeune femme, et il a écrit un poème que nous avons, qui est très beau, qui commence par Lo dus cosire, que me donne amor soven, donam fai dire de vos mein vers plazen. Le doux souci qu'amour me donne sans cesse, madame, me fait dire sur vous main poème plaisant. Bon. Et voilà encore mon image est trop mauvaise, mais vous voyez au moins un déjambage. Ce portrait vu de dos est dans le L de l'eau, l'article le do. Bon. Donc il a composé ce poème, et dans ce poème, il y avait un détail qui a fait que Raymond de Castelroussillon a reconnu que ce poème était écrit pour sa femme, était composé pour sa femme. Il n'a fait mine de rien, mais il a invité à la chasse Guillaume de Cabestany. Au fond des bois, il l'a tué. Il est rentré chez lui et il a pris son cœur, il est rentré chez lui, il l'a donné à cuire dans les cuisines, et à table, il l'a fait servir et manger à sa femme. Il lui a demandé si elle avait trouvé que c'était bon. Elle a dit oui, c'était très bon. Et il a dit, eh bien, c'était le cœur de Guillaume de Cabestany. Là, il y a des variantes, mais enfin, dans une des versions, elle lui dit, oui, c'était bon, c'était si bon que je ne veux plus jamais rien manger d'autre. Et elle se jette par la fenêtre et elle se tue. Et donc, Guillaume de Cabestany est mort d'avoir laissé deviner ses sentiments. En fait, tout ça c'est vrai, Raymond, ils ont existé tous les deux, mais Guillaume de Cabestany a survécu à Raymond de Castelroussillon. Donc l'histoire n'est pas le vrai. Et d'autre part, dans l'envoi qui termine le poème, il s'adresse à Raymond. Donc il ne prenait pas non plus trop de précautions. Enfin bon. Enfin bref. D'après l'explication donnée au poème, Guillaume de Cabestany est mort d'avoir laissé deviner ses sentiments. Et c'est peut-être pourquoi le manuscrit, le chansonnier I, le représente de dos, impossible à identifier, tel qu'il aurait dû avoir la sagesse de rester. À moins qu'on l'ait représenté de dos pour montrer la cible, en somme, qu'il offrait au mari jaloux qui l'a traîtreusement tué par derrière. Enfin bref. Quel est le nom du poète? Non seulement l'image supposée représenter Guillaume de Cabestany ne le révèle pas, mais encore elle met sa coquetterie à le dissimuler. Elle se donne ostensiblement pour une mystification. Le poème dont elle illustre encore une fois la première lettre, le L de Lo dus cosire, ne livre pas davantage le nom du poète, puisqu'il célèbre un amour qui doit demeurer secret. Mais le poème engendre un récit, cette version de la légende du cœur mangé, un récit dans lequel le nom du poète est l'enjeu du poème. C'est une question de vie ou de mort, de savoir si l'on arrivera à découvrir le nom du poème. Ou plutôt, c'est le nom de la femme chantée par le poème qui devrait rester secret et que le poème laisse deviner
imprudemment, mais laisse deviner inévitablement, puisque un poème d'amour est un aveu d'amour. Ce que le poème déclare intime et secret, le secret du cœur, il en viole par là même l'intimité. Il dévoile ce secret. Et cette histoire un peu farfelue, cette anecdote autour d'un poème dont on peut considérer qu'il vaut mieux que cela, mais nous retrouvons le thème qui nous avait occupé une des années du cours sur la poésie comme récit, met en lumière quelque chose d'essentiel à la poésie, une contradiction inévitable, une contradiction dont vit la poésie. Elle dit ce qu'elle prétend cacher, ou elle dit ce qu'elle prétend être intime. Et elle laisse entrevoir une intimité, elle viole une intimité. Le poète viole lui-même sa propre intimité qu'il prétend défendre. Il le fait toujours, mais évidemment, s'il s'agit d'un poème d'amour, l'indiscrétion est plus visible. Et là encore une fois, l'histoire attachée au poème s'arrange pour mettre en évidence cette tension et cette contradiction. Donc, cette contradiction, la miniature, toute grossière qu'elle est, l'exprime au fond assez subtilement en montrant le poète de dos. Et alors même qu'une rubrique du manuscrit, que la rubrique du manuscrit, j'allais dire inscrit en lettres rouges, mais évidemment, sinon ce ne serait pas une rubrique, inscrit le nom de Guillaume de Cabestany, alors même que la vida qui précède le poème invite à l'indiscrétion et invente à l'indiscrétion, qui est un poème d'amour, les conséquences les plus tragiques pour son auteur. Donc, alors même que tout est révélé par la rubrique, par la vida, la lettre enluminée au seuil du poème ramène à la question quel est le nom du poète. Quel est le nom du poète, comme si elle était seule en face du poème et comme si tout ce qui l'entoure dans le manuscrit n'avait pas révélé abondamment, galvaudé en somme, ce nom. Cette question, quel est le nom du poète, nous nous la posons encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous nous la posons sans cesse, quel est le nom du poète, quel est le nom de l'auteur, simplement. Mais nous nous la posons de façon beaucoup plus immédiate, beaucoup plus brutale, et pour tout dire, d'une façon qui nous éloigne de la littérature ou qui nous éloigne de la poésie ou de la poésie de l'œuvre, qu'il s'agisse de vers, de prose, qui nous éloigne de la littérature au lieu de nous y ramener par une réponse mystificatrice, comme le faisait il y a 700 ans la miniature de Guillaume de Cabestany, confrontée à sa biographie imaginaire. La miniature pose la question quel est le nom du poète? La biographie y répond. Le tout est une mystification qui désigne une contradiction inhérente à la poésie, donc qui ramène à l'essence de la poésie. Nous faisons les choses plus simplement. Nous avons besoin de savoir vraiment qui est l'auteur. Nous avons besoin ou on nous fait croire que nous avons besoin de connaître sa vie, de scruter son visage. Sa photo est sur la jaquette du livre.
sur les volumes de la collection Poésie Gallimard, qui reste la seule collection de poésie au format poche en France aujourd'hui. Cette photo est même répétée de façon à ceinturer la couverture, même celle d'Henri Michaud, qui ne voulait pourtant pas être photographié. Non seulement sur la jaquette des livres qui paraissent aujourd'hui, la photo de l'auteur n'est pas prise de dos, encore que ça puisse être un moyen comme un autre d'attirer l'attention sur lui, mais toujours d'attirer l'attention sur lui, sachant qu'ailleurs on le verra de face. Mais non seulement elle n'est pas prise de dos, généralement tout de même, cette photo, mais encore elle est flatteuse, elle est étudiée. L'éditeur a envoyé un photographe professionnel prendre des dizaines de clichés et l'auteur, l'éditeur, l'attaché de presse ont étalé les photos et ont dit « Ah, celle-là, etc. » On en choisit une qui cherche à refléter sa personnalité, son style, son caractère, l'idée qu'il veut donner de lui. La photo complète sa biographie qui figure en 4e de couverture, et puis encore la liste des ouvrages du même auteur au regard de la page de titre. Et si le livre a du succès? Si le livre a du succès, pauvre livre, il est aussitôt oublié. Et il est oublié pour cette raison même, parce qu'il a eu du succès. Le succès, le livre a du succès, on ne se soucie plus de le lire. Le succès est celui de l'auteur, on ne parle plus que de l'auteur. Et dès qu'un livre a du succès, c'est sur la personne de l'auteur, sur sa vie, sur ses opinions, sur ses goûts, sur ses projets, qu'on l'interroge à la radio, à la télévision, dans les colonnes des journaux et des magazines. Aujourd'hui, un romancier ou une romancière touche à la gloire quand on se soucie moins d'analyser ses ouvrages que de commenter ses chapeaux. Et alors on dira, tout ça ce sont des truismes, c'est vrai, hein, notre époque, pour 1000 raisons, 1000 fois ressassées, est celle du vedettariat et de la notoriété sans autre cause qu'elle-même. Et la francisation de moins en moins ironique, de plus en plus indispensable, de plus en plus naturelle du mot « people » pour désigner cette notoriété par et pour la notoriété, cette notoriété qu'on ne sait pas comment désigner autrement, est une preuve lexicale de ce phénomène. Et la relation de l'auteur et de son livre en est un exemple entre 1000 et non pas l'exemple le plus saisissant ni le plus lourd de conséquences. Alors pourquoi le privilégier? Parce que, comme souvent, ce qui est banal dans la généralité ne l'est plus quand on en vient au cas particulier. Parce que la relation perçue entre l'auteur et son œuvre n'est pas n'importe quelle relation d'identification ou de distanciation. Et puis parce que c'est notre objet ou notre sujet, ce n'est pas le people, mais c'est le poète. Et une chose est de constater le règne universel d'une notoriété vertigineuse et vide, fruit combiné de l'évolution de la société, de l'apparition de nouveaux médias, du développement des réseaux sociaux, etc., de tout ce qu'on veut. Bon, c'est une chose, ça intéresse le sociologue. Et une autre est de se pencher sur la question de toujours, qu'est la relation entre l'auteur et l'œuvre, telle que l'œuvre la suggère au lecteur ou l'impose au lecteur, et telle que le lecteur la perçoit. C'est une question de toujours, mais c'est une question dont la réponse a varié selon les époques. Notre objet, c'est la relation entre le créateur, son œuvre, et la réception de cette œuvre, ou plus exactement la question de l'identité de l'auteur telle que l'œuvre la pose, non pas d'une façon générale, non pas dans tous les arts,
mais spécifiquement dans le domaine de la littérature, c'est-à-dire du langage, autrement dit, dans l'ordre où la coïncidence de l'auteur à son œuvre est le plus aisément supposée et où la confusion entre l'un et l'autre est le plus aisément opérée. On croit, on pense spontanément que l'œuvre, ou nous, l'œuvre reflète l'auteur, que le jeu de l'œuvre est celui de l'auteur, etc. Et il faut un effort pour penser différemment ou comprendre différemment. Cette question, nous ne l'envisagerons pas dans ces données objectives et factuelles, celles de l'histoire et de l'histoire littéraire. Le poème est attribué à X, mais ne serait-il pas de Y, n'est-ce pas? Le poème est signé de tel sobriquet et qui se cache derrière ce sobriquet, etc. Évidemment que nous serons confrontés à ce genre de questions, mais nous ne penserons pas que nous avons sommes au bout de la tâche que nous sommes assignés si nous pouvons répondre à cette question. Une fois qu'on dit « Ah mais oui, mais c'est un tel », on n'a encore rien dit. Nous l'envisagerons comme une question herméneutique qui est posée et qui est supposée aussi par l'œuvre et par la lecture qui en est faite. La façon dont se pose la question, dont l'œuvre pose à même ma question « Quel est le nom du poète ?», c'est une façon de guider pour à la fois l'interprétation de l'œuvre, la façon dont l'œuvre doit être goûtée, aimée, lue, comprise, tout ce qu'on fait. Et cette relation, nous l'étudierons dans la littérature du Moyen-Âge, mais il sera aussi nécessaire de la considérer à travers les lectures et les décryptages que la critique, au cours du temps, a proposé de cette littérature. Non seulement la façon dont le Moyen-Âge a implicitement ou explicitement posé la question et s'est posé cette question, mais la façon dont il l'a posée, malgré lui, aux générations ultérieures. Et comment, au regard de cette question, qui nous le verrons, a été par la force des choses beaucoup posée, on a lu la littérature du Moyen-Âge. En fait, toute l'histoire de la littérature pourrait s'écrire du point de vue de la coïncidence de l'auteur à son œuvre, suivant qu'elle est, ou de la non-coïncidence, suivant qu'elle est selon les époques, selon les lecteurs, selon les registres de la lecture ou de l'interprétation, cette coïncidence admise comme une évidence, mise en doute, subvertie, récusée ou parfois simplement non envisagée. Il y a des cas où c'est une question qu'on ne se pose pas. Or, il se trouve qu'au cours des dernières décennies, j'en suis maintenant non pas au Moyen-Âge, mais aux dernières décennies d'aujourd'hui, au cours des dernières décennies, le regard porté sur cette question a radicalement changé. Et il a changé d'une façon vraiment surprenante et, enfin, j'allais dire, dont nous n'avons peut-être pas totalement conscience, mais j'ai l'air de faire le malin et dire « Ah, vous n'avez peut-être pas vu, mais en réalité, alors que c'est quelque chose qui crève les yeux et que tout le monde a vu. » On est passé en 30 ans, 40 ans ou plus, de la mort de l'auteur au triomphe de l'auteur. Et il y a un signe de cette évolution qui est aujourd'hui le triomphe des biographies. Souvenons-nous, rappelez-vous, il y a 30 ans, c'était un genre moqué, vilipendé, méprisé. Et aujourd'hui, la fine pointe de la pensée historique, et peut-être plus encore de la critique littéraire,
s'exprime à travers des biographies. Et ce n'est pas une régression, hein, mais les grands problèmes, les grandes questions historiques ou littéraires se posent maintenant à travers la grille de la biographie, alors qu'il y a 30 ans, on les posait comme on voulait, n'importe comment, mais surtout pas à travers la grille de la biographie. Les plus grands historiens écrivent des biographies, hein, et les plus grands penseurs de l'histoire. Pour le Moyen-Âge, pour mon domaine, songez à François Autran, à André Vaucher, à Philippe Contamine, à Colette Beaune, à Jeanne d'Arc. Jean Favier, finalement, ça a fait très longtemps, mais enfin, mettons que ce soit... Dieu sait que c'est un très grand historien, mais qui est dans une position scientifique un peu marginale depuis toujours, au regard du grand courant. Mais enfin, la pensée historique se manifeste comme ça. Et c'est souvent à travers des biographies que l'influence de tous ces historiens se manifeste. Et dans le domaine de l'histoire littéraire et de la critique littéraire, le retournement est encore plus complet, la palinodie encore plus complète, et donc le phénomène est encore plus frappant. Les ouvrages les plus importants des 2 ou 3 dernières années sont des biographies. Et le Valérie de Michel Jarty, le Gide de Franck Lestringant, le Chateaubriand de Jean-Claude Berchet. Et pour prendre des exemples ici même, Antoine Compagnon est entré dans la carrière vers 1980 comme théoricien de la littérature, comme le meilleur disciple de Roland Barthes. Et aujourd'hui, il est surtout un historien de la vie intellectuelle qui écrit sur Brunetière, qui fonde sa théorie des antimodernes sur une série de prosopographies, ce qui montre que les idées les plus neuves et les plus fécondes dans le domaine de l'interprétation de la littérature, parce qu'on est vraiment une, celle des idées modernes, se fondent sur sur de l'histoire littéraire, en somme, qui consacre un livre à Bernard Fahy. Et la critique littéraire et artistique elle-même, la critique, je veux dire, qui part du texte, du tableau et non pas de l'auteur ou du peintre, cette critique nécessairement exigeante et qui a tant de mal à se rendre désirable ou tout simplement lisible. C'est difficile d'écrire un livre de critique lisible. Eh bien, elle y parvient dans ses plus grandes réussites en jouant avec l'approche biographique ou en l'intégrant. C'est ce que faisait depuis longtemps Jacques Tuillier, qui se moquait des modes comme d'une guigne, et qui suivait ce chemin qui paraissait ancien et qui était totalement neuf. Et c'est ce que fait, c'est un livre, je dois dire, que j'ai lu l'été dernier, pour qui j'ai une admiration sans borne. J'ai lu en français, je viens de le relire en italien. C'est la folie Baudelaire de Roberto Calasso, qui n'a pas eu injustement le prix Chateaubriand. Eh bien, si vous lisez La folie Baudelaire, livre sur Baudelaire, mais aussi sur les peintres autour de Baudelaire, vous voyez que c'est purement un livre de critique. À chaque instant, on se dit, mais bien sûr, mais il dit de la façon la plus simple des choses qui vont au cœur de la poésie de Baudelaire et de l'âme baudelairienne, et par une démarche qui est biographique. Ça commence en citant une lettre de Baudelaire. Commence en citant une lettre de Baudelaire à sa mère, où il lui donne rendez-vous au Louvre.
en lui disant c'est bien, on est tranquille et c'est chauffé. Voilà. Et il dit c'est tout Baudelaire, mêler sa vie et les peintres, donner rendez-vous à sa mère comme à une amante, etc. Bref. Donc, des biographies. Et c'est un retournement critique, intellectuel et esthétique complet au regard des courants dominants de la seconde moitié du XXe siècle, ces courants qui mettaient en question à la fois la notion d'auteur en littérature, et qui niaient qu'il y ait même un auteur, et qui mettaient en même temps en question le rôle des individus dans le cours de l'histoire. Autrement dit, le rôle des individus comme auteurs de l'histoire. Pas de biographie, parce que écrire l'histoire des individus ou écrire l'histoire événementielle ne permet pas de comprendre l'histoire. Tel était l'enseignement. Et donc, on méprisait totalement les biographies historiques, en mettant l'accent sur un individu, en lui attribuant une influence, et peut-être même une libre influence, qui sait, sur le cours de l'histoire, en paraissant ne pas soumettre totalement les lois de l'histoire au déterminisme sociaux et économique, en paraissant croire que l'attention à l'individu isolé peut faire le poids face aux méthodes exhaustives de l'histoire quantitative, les biographies historiques étaient alors considérées comme de la sous-histoire et comme l'avatar le plus méprisable de l'histoire événementielle, honnie par la grande école historique française, celle des Annales, qui, non seulement c'était la grande école historique française, mais elle régnait, à juste titre d'ailleurs, elle régnait sur le monde. Et lorsque l'un de ses plus brillants, de ses meilleurs représentants, est celui qui était alors de tous le plus illustre, Jacques Le Goff, lorsque Jacques Le Goff a publié un Saint-Louis en 1996. C'est vieux, mais pas si vieux, finalement, 1996. Eh bien, lorsqu'il a publié son Saint-Louis, il l'a fait en s'entourant d'un luxe extraordinaire de précaution, de justification et presque d'excuses. Et c'est ce magnifique Saint-Louis, finalement, qui a libéré, qui a fait qu'ensuite les autres sont mis à écrire des biographies. Il a pris grand soin de choisir un plan sophistiqué, un plan non chronologique. Il a pris grand soin d'expliquer dans son introduction que surtout le plan, il fallait bien faire attention au fait que le plan n'était pas chronologique, qu'il ne racontait pas la vie de Saint-Louis, ou qu'il la racontait deux fois pour bien montrer que ce n'était pas la raconter qui était important. Il a essayé, oui, de gommer l'impression qu'il racontait la vie de son personnage. Il a même pris soin d'orthographier le nom de son personnage de façon non canonique, c'est le cas de le dire, comme on doit orthographier en principe uniquement le nom d'une église placée sous son invocation, mettons la cathédrale de Versailles, S majuscule, tiret et L majuscule. Et il l'a fait pour faire de ce nom une sorte de sobriquet, de construction artificielle, de tout, pour le retirer au nom la signification de Saint dans Saint-Louis, sans la faire disparaître, pour s'engager, pour éviter de s'engager sur la sainteté de ce roi, tout en le désignant sous le nom sous lequel il est connu.
nécessité même commerciale l'exigeait. Le numéro Louis IX était moins parlant. On ne peut pas faire un best-seller avec un livre qui s'appelle Louis IX. Et cela prêtait à confusion. Et d'ailleurs, j'en ai eu la preuve. C'est ma dernière digression du cours, je le jure, sur le Styx, mais d'une certaine façon, elle en vaut la peine. Vers la même époque, dans la collection Lettres gothiques que j'avais créée quelques années plus tôt, le grand historien du Moyen-Âge, Henri Dubois, disparu récemment, avait publié une anthologie de la correspondance de Louis XI, qui est une correspondance absolument passionnante. Et il écrivait ou il dictait en français, en latin, en italien, et des lettres très, comme ça, laconiques et en même temps intelligentes. Bon. Donc il publie une anthologie de la correspondance de Louis XI et je reçois un coup de téléphone de Philippe Vallet, le livre du jour sur France Info, qui me dit, voilà, je voudrais pourquoi moi et pas Dubois qui était, enfin bref, moi comme directeur de la collection, je voudrais vous consacrer une de mes émissions à la correspondance de Louis XI. Ravi, flatté, heureux, je vais me faire interviewer par Philippe Vallet. Et alors, je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps Philippe Vallet sur France Info, mais il fait ça admirablement. D'abord, c'est un homme charmant, distingué, une petite moustache blanche, un petit air très bien. Et un homme plus âgé qu'on ne pourrait penser en entendant sa voix juvénile. Et Philippe Vallet, donc, un livre chaque jour, il ne lit pas de près tous les livres. Mais alors depuis, je suis retourné voir Philippe Vallet pour des livres de moi, enfin, toucher de plus près, et il fonctionne admirablement, c'est très court. Alors, il commence par vous demander, bon, alors, si vous deviez dire en un mot quelle est l'idée importante du livre. Et je vais vous poser une question là-dessus, vous répondrez en 2 minutes. Et alors, il pose sa question et en même temps, il présente le livre. On répond en 2 minutes, donc c'est en boîte, et on s'en va. Alors, Louis XI, on fait ça avec Louis XI. Il me pose une question, ou 2 questions, enfin, je réponds très très brièvement, c'est en boîte, etc. Au revoir, monsieur. Et au moment où je m'en vais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de le gêner. Et il me dit, mais Louis XI, c'est bien Saint-Louis. Et alors, je dis non, Louis XI, oui, c'est Louis IX, etc. Bon. Et alors, vous voyez, je raconte ça cette année, j'aurais dû le raconter pendant le cours sur l'humiliation, parce que j'ai compris qu'il ne m'avait invité ni pour moi, ni pour Dubois, ni pour ma collection, ni même pour Louis XI. Il m'avait invité parce que le Saint-Louis de Le Goff venait de sortir et qu'il s'est dit, ah, mais il y a la correspondance qui sort en même temps, ça fera un bel ensemble. Et voilà. Tout ça pour dire que Jacques Le Goff était obligé d'intituler son livre Saint-Louis et pas Louis IX, mais qu'il s'en est tiré comme ça. Je me suis égaré de toutes les façons, je me traîne à vos pieds, mais tout ça pour dire que c'était la première biographie historique issue de l'école des Annales, et pas de n'importe qui, qu'elle a ouvert la voie, et que quelques années plus tard, une biographie historique ne choquait plus personne, et que les auteurs de toute obédience historique ou idéologico-historique se bousculaient à la porte de Fayard. Alors, il faudrait évidemment étudier de plus près les raisons de ce retournement. Et ces raisons ne sont peut-être pas toutes d'ordre intellectuel, ou purement intellectuel. La mévente des livres de sciences humaines qui a commencé dans les années 90 et qui s'est aggravée depuis jusqu'à devenir vertigineuse et qui s'est étendue à d'autres secteurs,
cette mévente a rendu les éditeurs moins enclins à publier des travaux à la problématique ou au sujet trop abstrait. Et bon, j'ai publié chez Fayard un livre qui n'est pas du tout une biographie historique, qui s'appelle Nature et poésie au Moyen-Âge. Et alors là, c'est l'humiliation totale quand je vois les ventes de Nature et. Enfin, heureusement qu'ils ont des biographies, sinon ils auraient mis les clés sous la porte à cause de moi. Tandis que les biographies se vendent. Elles sont lues dans le RER. Les dames sont surtout des dames qui vont à leur travail, n'hésitent pas à transporter dans leur sac un gros livre lourd pour le lire dans le RER. Et conséquence, ce sont des biographies que les éditeurs ont commandées aux historiens au moment où ils rechignaient à publier leurs autres ouvrages. Et un historien, comme tout le monde, comme tous les universitaires, commence par faire sa thèse, maintenant son habilitation, et il les publie. Et puis après, pour ses autres livres, il aspire un peu de reconnaissance, etc. Il aime bien avoir des commandes d'éditeurs, donc il suit le mouvement. Alors vous me direz, je ne tiens pas mes promesses parce que j'ai fait une digression, même plusieurs, mais qui étaient des digressions dans la digression. Parce que pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, ce point ne nous concernerait pas, nous qui nous interrogeons sur le nom du poète, nous qui cherchons les répercussions et le sens de ce nom ou de son absence au regard de l'œuvre littéraire. Ce point ne nous concernerait pas si le goût des lecteurs pour les biographies ne révélait pas une donnée fondamentale, non pas dans l'ordre de l'histoire et de la pensée historique ou de son absence, mais dans l'ordre de la poétique et dans l'ordre du fonctionnement de l'esprit au regard du poétique. Les biographies relèvent, qu'on le veuille ou non, d'une lecture poétique de l'histoire. Le plaisir qu'elle suscite est un plaisir qui est de l'ordre de la poétique. Elles illustrent ce que j'ai appelé dans un cours qui s'est poursuivi sur 3 ans, je ne sais plus, 3-4, la poésie comme récit. Elles cristallisent la poésie sur une figure et sur la constellation d'événements qui l'entourent. Ce que nous avons découvert il faut toujours faire semblant de découvrir quelque chose, il y a quelques années, en étudiant la poésie comme récit, cela pourrait, au prix d'une transposition aisée, s'appliquer à ces biographies. Les vidas et les rasos des troubadours, les récits autour des poèmes des troubadours ne sont pas autre chose. Qu'elles soient largement imaginaires, n'y change rien. De toute façon, quand on lit la biographie d'un personnage historique, on n'a pas les moyens de vérifier. Donc, ça pourrait être une fausse biographie. Là, des premiers romans, enfin pas vraiment une biographie, si, c'était une biographie. Un des premiers romans de Jean d'Ormesson est peut-être le meilleur, celui qui a fait sa gloire comme romancier, c'est La gloire de l'Empire, qui a paru c'est un gros roman qui a paru dans les années 70, et La gloire de l'Empire était le récit, c'était la biographie d'un conquérant imaginaire. Donc une sorte de Tamerlan ou de Gengis Khan, enfin comme ça, ou de Kubilai Khan, enfin bon, ce qu'on veut. Et donc ça se situait vaguement en Asie centrale, et à une période, je ne me rappelle plus, mais qui devait être à la charnière entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Et c'était écrit comme un ouvrage universitaire avec une multitude de notes. Et toutes les notes étaient exactes. Toutes les notes renvoyaient à des ouvrages réels, des ouvrages historiques ou littéraires réels.
La seule chose qui était fausse, c'était le personnage dont il racontait l'histoire. C'était un très beau roman. Alors il citait naturellement des universitaires qui ont travaillé sur cette période, etc., et sur cette région, mais qui ne parlaient pas du personnage, ou bien comme témoignage sur le personnage, il citait quelques versets d'Anabase de Saint John Perse, qui collait très très bien avec ce qu'il était en train de dire, etc. C'était très fort. Bon. Après tout, le personnage aurait pu exister. Et quelle différence! Alors, il y avait le plaisir de savoir que ce n'était pas vrai. Mais le plaisir de savoir que c'est vrai ou de penser que c'est vrai n'est pas très différent. Quelle différence entre l'intérêt ou le plaisir qu'on prenait à ce roman et celui qu'on prend à une biographie. Donc, une fois de plus, pas tenu ma promesse. Les Vidas et les Razos des troubadours, pour en revenir à elles, sont à la fois une lecture historique de la poésie, puisqu'on rapporte les chansons des troubadours à leurs auteurs qui ont effectivement existé, à des événements qui se sont effectivement produits pour certains d'entre eux, quand ce sont des événements historiques. Et c'est en même temps une lecture poétique de l'histoire, mais aussi des histoires, sinon d'histoire, du moins des événements et des éléments de la vie, des choses de la vie. On raconte ce qui est supposé arriver à tel poète. Et ces Vidas et ces Razos, et cette poétique du récit qui fait que on a écrit des Vidas et des Razos autour des chansons des troubadours, et qui fait que quand on va à son travail et qu'on est dans le RER et que c'est pas drôle, ça fait du bien de sortir une biographie de son sac et de s'y plonger. Voilà. Tout cela nous ramène aux biographies d'écrivains qui nous concernent plus directement. Elles étaient, il y a 30 ou 40 ans, encore plus méprisées que les biographies de personnages historiques. Elles étaient atteintes par l'opprobre qui touchait toute étude de l'homme et l'œuvre. Une biographie, c'était l'homme et l'œuvre. Elles paraissaient une excroissance du Lagarde-Michard. Et en mettant en avant un individu, en supposant que la personnalité d'un auteur pouvait avoir un intérêt au regard de son œuvre, en admettant tout simplement que pouvait exister un auteur et son œuvre, elles étaient idéologiquement et intellectuellement suspectes. Et on invoquait alors constamment, et je vais en rester sur ce rappel illustre, un article très fameux de Michel Foucault qui met en cause la notion même d'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur? Un article de 1969 qui conclut que l'auteur n'existe pas. Et ce qui est d'ailleurs en harmonie avec la pensée de Foucault, dont je ne m'aventurerai pas à dire grand-chose, mais dont je ne veux pas non plus dire un mot trop rapide au moment où l'heure s'achève. Je vous remercie.